It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien, merci Novaclim, puis on se retrouve de l'autre côté. Good. Donc, bon matin à tous et à toutes sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, puis en fait de son académie est vraiment d'inspirer un maximum de personnes à travers la communauté francophone, autant en Europe qu'au Québec. Puis en fait, maintenant, depuis quelques semaines, on a aussi en fait sur lavoidesgrimpeurs.ca une belle communauté en fait de coachs, de grimpeurs, puis un paquet de ressources que les clients puis les grimpeurs peuvent aller regarder pour pouvoir s'améliorer en tant que grimpeur, briser des plateaux mentaux, en nutrition, en entraînement, etc. Donc, écoutez, je ne rembarquerai pas plus dans le sujet. Le but, c'est pas de faire une présentation de vente de lavoidesgrimpeurs.ca. Mais bref, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'avoir Léo Deschambault, qui est un préparateur mental, en fait, en Europe, qui va nous partager, en fait, un petit peu son expérience par rapport à des merveilleux sujets, selon moi, qu'on n'a pas encore abordés à travers le podcast. Puis on va parler justement de la dimension mentale d'une blessure
d'un retour de blessure. On va aussi parler sur comment se fixer des objectifs. Donc, c'est quoi un objectif positif, des objectifs négatifs, les erreurs aussi, puisque les grimpeurs sont peut-être pas nécessairement tant au courant que ça par rapport à la fixation d'objectifs. Puis, dans le fond, l'épisode va être disponible autant sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis moi, j'aime tout le temps dire à chaque début d'épisode que si vous aimez le contenu qu'on fait, la meilleure façon de nous redonner l'appareil, c'est de mettre un commentaire, mettre un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou sur YouTube aussi. Je sais que beaucoup plus de personnes écoutent le podcast en format audio, mais écoutez, pour vrai, si vous êtes capable de nous laisser un review, quelque chose, nous autres, ça nous aide énormément à faire grandir en fait la voie des grimpeurs. Puis, si vous êtes à la recherche d'un coach, possiblement que Léo à suivre, là, on en a parlé un petit peu avant l'épisode, mais bref, on va avoir des préparateurs mentaux sur la voie des grimpeurs.ca. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Fait que Léo, parle-moi de... Bienvenue en passant, content que je sais qu'on s'était parlé déjà dans la saison. Ça fait quand même quelques en tout cas, ça doit faire un bon mois et demi là, qu'on s'est parlé pour le podcast d'aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet au niveau des questions qu'on avait préparées, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, la personne? C'est qui Léo? Puis, tu as commencé quand l'escalade? Puis aussi peut-être ton parcours plus au niveau de la préparation mentale. Puis je sais aussi que t'as un livre, en fait, qui est pile poil, en fait, sur la préparation mentale en escalade. Donc, si tu veux me parler de toi, je pense que ce serait super cool pour que les gens puissent apprendre à te connaître. C'est marrant, d'habitude, c'est plutôt moi qui pose cette question en début d'entretien. Ouais. Mais je vais me prêter au jeu. Du coup, moi, je suis un grimpeur français. Je vis à Annemasse, à la frontière entre la Suisse et la France, au niveau de Genève. Mm-hmm. Et je suis aussi ouvreur, setter dans des salles à Genève. Voilà, j'ai commencé l'escalade à 10 ou 11 ans et j'ai fait de la compétition, je dirais, de 12-13 ans à 18 ans. Okay. Et en compétition, j'avais pas les résultats que j'attendais particulièrement. Et en tout cas, j'avais pas la satisfaction ni le plaisir que j'attendais de l'escalade. Et du coup, à 18 ans, je me suis tourné exclusivement vers la falaise en grimpant dehors. Du coup, là, j'ai redécouvert complètement autre chose. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à être passionné pour l'escalade. Mm-hmm. Et que j'y ai investi la plus grosse partie de mon temps. Avec peut-être un côté un petit peu obsessionnel, on en reparlera peut-être après, je pense, en parlant des objectifs, mais avec un côté un petit peu obsessionnel que beaucoup de grimpeurs rencontrent, je pense, je dirais jusqu'à 23 ans à peu près. Mm-hmm. Et du coup, à cette époque-là, je faisais des études universitaires en sciences du sport, en STAPS. Et puis, je me suis orienté petit à petit vers la préparation mentale via ce cursus. Voilà. Et donc, j'ai été diplômé, il me semble, en 2017. Et depuis, j'ai entraîné un petit peu en escalade quand même, dans des clubs pour des jeunes qui faisaient de la compétition pendant 3 saisons. Et depuis, donc je dirais depuis 6 ans maintenant, je fais principalement, voire exclusivement de la préparation mentale dans ce qui est de l'accompagnement des grimpeurs. Mm-hmm. Et sinon, je le disais, de l'ouverture en bloc pour les salles d'escalade. Nice. Voilà. Nice. Et en 2022, du coup, j'ai écrit avec un collègue entraîneur le livre Le mental du grimpeur, qui est là, voilà, c'est ça. Oh yeah. Voilà, qui est un livre qui parle que de mental. C'est quand même épais en plus, là, tu sais, je l'avais pas vu physiquement, mais il est quand même, t'as quand même beaucoup de pages, là, fait que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Il y a pas mal de contenu, c'est assez dense. L'idée, c'était vraiment de découper la pratique de l'escalade en grande temporalité avec le quotidien et à l'année,
qu'est-ce qu'on peut faire avant de grimper, qu'est-ce que c'est la préparation mentale pendant qu'on grimpe, qu'est-ce que c'est la préparation mentale après une séance d'escalade. Et l'idée, c'était de voir dans ces grandes temporalités quelles sont les problématiques mentales que quelqu'un qui fait de l'escalade peut rencontrer, et d'apporter à la fois un éclairage théorique qui manque souvent, en tout cas en France, sur ces problématiques-là, et d'apporter des exercices, et voilà, essayer de proposer un livre très pratique avec plein d'exercices sur ces problématiques. Nice. Voilà. Puis juste là, par curiosité, en fait, souvent, c'était quoi les grandes problématiques que tu couvrais, en fait, dans le livre? Est-ce qu'il y en avait qui ressortaient beaucoup plus que d'autres? Alors, on a essayé que ce soit assez équilibré, mais il y a une grosse partie quand même sur ce qui se passe, la préparation mentale au quotidien, avec la motivation, la fixation d'objectifs dont on va parler plus en détail aujourd'hui, la confiance et l'estime de soi, la gestion des blessures ou la préparation d'un voyage pour grimper, enfin voilà, des choses très larges comme ça. Et puis après, sur ce qui se passe pendant une séance, il y avait l'anxiété pré-performance, ou la gestion des distractions, la concentration, la peur de la chute, voilà, des choses comme ça. Ouais, c'est le fun ça, parce que c'est le fun parce que je sais que la préparation mentale dans le sport en général, c'est quand même un sujet qui est abordé quand même dans plusieurs sports, mais d'avoir quelqu'un qui a pris le temps, justement, comme toi, d'écrire un livre spécialement pour l'escalade, parce que l'escalade, ça veut pas ses technicalités à vraiment approprier à elle, là, si on veut. De la peur de la chute, il n'y a pas vraiment d'autres sports tant que ça que c'est abordé en tant que tel, ou l'anxiété de performance, oui. Il y a plusieurs, en tout cas j'ai l'impression, moi je suis pas spécialiste en préparation mentale, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types d'anxiété, tu veux pas, qui peuvent être reliés par rapport aux performances en escalade, justement le regard des autres, avant une performance, en tout cas, c'est vraiment cool, mais puis que tu aies pris le temps d'écrire un livre par rapport à ça, ben merci. C'était très intéressant à faire, en tout cas. Ouais, j'imagine. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on voulait parler de, c'est ça, les grands sujets, c'était par rapport aux objectifs. Puis, tu sais, j'ai l'impression que souvent, tu sais, les grimpeurs, on est, comme tu disais tantôt, on devient un peu obsessionnel, tu sais, par rapport à son progrès, parce que c'est un sport qui est tellement multidimensionnel. Tu sais, je veux dire, il y a la force, le mental, puis il y a aussi de la force physique qui est vraiment propre à l'escalade, la force de doigt, le haut du corps, la flexibilité. C'est vraiment un sport qui est multifactoriel, la technique, la tactique aussi, comment avoir une bonne séance au gym, en falaise, etc. Puis souvent, les grimpeurs, on essaie de se mettre des objectifs dans toutes ces sphères-là, tu sais. Puis à un moment donné, on arrive à même des fois, j'ai vu un article en plus, je pense qu'il a été publié aujourd'hui là, par Grimpe Magazine, ou en tout cas j'ai grimpé, là, puis ça disait justement le burn-out en escalade, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est sorti aujourd'hui. Je l'ai pas lu encore l'article, là, mais ça me fait penser un petit peu à ça, parce que j'ai l'impression qu'à force de se fixer 1001 objectifs, ça peut être demandant quand même émotionnellement, énergétiquement parlant, puis tout ça. Fait que, la première question que j'avais préparée, c'est, selon toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, justement, que les grimpeurs ils font quand ils se fixent des objectifs? Ouais. Alors déjà, je pense que pour répondre à la question, c'est pas mal de connaître une ou deux choses sur les objectifs. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un objectif et comment est-ce qu'il peut être formulé? Parce que les erreurs qu'on va pouvoir faire en fixant des objectifs, ça va être souvent dû à la définition de ce que c'est qu'un objectif. Donc déjà, un objectif, il peut être orienté vers de la maîtrise ou vers du résultat. C'est les objectifs soit de maîtrise, réussir à mettre en place des choses, où on va avoir une comparaison à soi dans le temps, plutôt orienté sur du progrès, ou des objectifs de résultat ou d'ego, où on va se positionner soit par rapport
à quelqu'un d'autre ou à un groupe d'autres personnes. Donc, c'est vraiment déjà deux grands types d'objectifs. Et puis après, ces objectifs, ils peuvent être déclinés soit en mode approche. J'essaye d'atteindre cet objectif, de me rapprocher d'un état attendu. Soit j'ai un objectif d'évitement. Donc, j'essaye de ne pas produire quelque chose qui me serait désagréable. Donc, par exemple, un objectif de maîtrise approche, ça va être, je sais pas, je veux enchaîner cette voie ou je veux mettre en place ma routine d'échauffement comme je l'ai préparé. Un objectif de maîtrise mais d'évitement, ça va être, je veux pas tomber avant la deuxième dégaine ou je veux plus tomber dans du CISA ou voilà. Et après les objectifs de résultat ou d'ego, ça va être pareil. Donc un objectif de résultat d'approche, ça va être je veux battre les autres, par exemple, ou je veux mettre un but à mon collègue. Et un objectif d'évitement, ça va être je veux pas que telle ou telle personne fasse mieux que moi. Quand on fait de la compétition, on a forcément un côté résultat égaux parce que de toute façon, il y a un classement qui sort à la fin à la fin, voilà. Mais un objectif de résultat va amener beaucoup d'anxiété, en fait, de par le côté incontrôlable de l'issue du résultat. Donc, l'idée, déjà, c'est plutôt d'avoir des objectifs liés à la maîtrise. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour proposer la meilleure grimpe possible, et plutôt des objectifs d'approche que d'évitement. Donc, je veux mettre ça en place plutôt qu'éviter ça. Donc, voilà, déjà, il y a ce côté-là. Ouais, exact. C'est drôle, ça me fait penser un petit peu à moi parce que, tu sais, en dehors du podcast, moi, j'ai une compagnie. Puis là, tu vas voir un petit peu le parallèle, là, que dans le fond, moi, je vends des systèmes de climatisation chauffage. En fait, là, j'ai une compagnie de ça en dehors du podcast. C'est avec ça que je travaille dans la vie de tous les jours. Puis quand je forme des vendeurs, dans le fond, des commerciales, là, si on veut, là, pour aller rencontrer des clients, je leur dis souvent que les clients, ils vont soit bouger parce qu'ils ont mal, dans le sens qu'ils veulent éviter une douleur ou ils veulent se rapprocher d'un plaisir. Fait qu'on dirait que ça me fait un petit peu penser à ça, dans le sens que une stratégie d'évitement, c'est comme je veux pas tomber avant la troisième dégaine ou je veux forcer fort, exemple, pour me rendre plus loin. Ça veut un petit peu dire la même chose, mais c'est formulé différemment. C'est ça, exact. Exact. Puis donc, selon toi, c'est mieux d'y aller vers se rapprocher d'un plaisir, veut pas de pousser vers quelque chose de positif que de s'éloigner d'un négatif. Je comprends bien, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, j'imagine. Ouais. En termes de motivation et en termes de performance directement. Et puis après, entre les deux, il va y avoir tous les processus mentaux avec les émotions qui vont être plus agréables à vivre, qui vont être plus facilitantes pour la suite. Voilà, ça va vraiment avoir des conséquences en chaîne qui vont avoir au final un impact sur la performance. Ouais, exact. Puis j'imagine aussi que le fait de se dire dans sa tête que le but c'est de forcer fort, par exemple, ou de donner son 100%, d'y aller all-in, ça va être beaucoup plus un renforcement positif que de se dire je veux pas tomber, parce que, tu sais, ultimement, dans notre tête, le mot qui se répète, c'est tomber. Fait que là, éventuellement, c'est sûr que on se rapproche de ça. Ouais. Il y a tout un corps d'études qui s'intéresse justement à ça, au fait de vouloir chasser une pensée ou une émotion, notamment la peur de la chute. Se dire je veux plus avoir peur, qui montre que en fait c'est pas si efficace que ça de vouloir chasser une pensée ou une émotion. C'est beaucoup plus long que de plutôt en prendre conscience, apprendre à faire avec et se concentrer sur ce qui est pertinent dans cette situation-là pour être performant avec l'émotion ou la pensée, plutôt que de vouloir chasser les choses. C'est intéressant. Ouais. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment c'est toutes les théories de la pleine conscience, autour de la pleine conscience. Exact. Puis ces objectifs-là, en termes de est-ce que c'est quelque chose qui peut être quantifiable? Pas tant que ça. Pour mesurer à quel point est-ce que nos objectifs sont efficaces? Oui, exactement. Mettons, par rapport à des objectifs de c'est quoi le mot que tu utilisais? Pas
pas de transfert, mais de Euh, tu me disais qu'il y avait les objectifs de résultats, puis l'autre objectif, ouais, c'est de maîtrise. de maîtrise, c'est ça. Puis est-ce Ouais, que ou de processus. Ouais. parce que c'est sûr qu'un objectif, c'est ça, de maîtrise ou de processus. Tu sais, je trouve que c'est. Ben, en fait, mettons un objectif de résultat, c'est comme blanc ou noir. Tu sais, c'est soit soit t'as gagné, soit t'as pas gagné, soit t'as sendé, soit t'as pas sendé. Mais un objectif de processus comme ça ou de maîtrise, est-ce que c'est quelque chose qui peut être autant quantifiable? Tu sais, à la fin d'une séance, c'est plus difficile, j'ai l'impression, de se dire ah oui, là, j'ai vraiment bien forcé versus j'ai sendé ou j'ai pas sendé. Mais est-ce qu'il y a des façons que peut-être que nous, on connaît pas, que ça peut être possible de quantifier ça pour vraiment valider qu'à la fin d'une séance, OK, là, j'ai réussi mon objectif ou c'est vraiment d'y aller au feeling? L'idée, c'est quand même d'avoir les objectifs les plus mesurables possibles dans la formulation pour pouvoir en fait savoir où on en est. Si c'est un objectif de séance, par exemple, mais pareil pour un objectif à l'année, à plus long terme. Si je vise un voyage sur telle ou telle falaise dans 6 mois et que j'ai tel objectif pendant ce voyage et que du coup je vais m'entraîner pendant 6 mois par rapport à cet objectif-là, plus les objectifs intermédiaires qu'on va avoir, ils vont être mesurables, plus on va pouvoir savoir au fur et à mesure où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on avait prévu comme niveau final. Voilà, donc ça va être très important d'avoir les objectifs les plus mesurables possibles dans la formulation. Donc ça veut dire qu'ils doivent être aussi très précis. Si c'est par exemple juste, c'est déjà pas mal, mais bien grimper, c'est assez vague. Ça peut être vague et flou. Et l'idée, c'est de rendre précis ces objectifs pour pouvoir savoir si on les a atteints ou pas. Donc peut-être avoir une respiration continue tout au long de la voie ou être capable de repartir d'une position de repos en ayant récupéré complètement. Enfin voilà, des choses où partir dans la voie en la connaissant parfaitement. Enfin voilà, des choses comme ça qui vont être plus quantifiables, comme tu disais. Et à la fin, on peut dire, est-ce que oui, c'était le cas ou c'était pas le cas. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, en additionnant tous ces objectifs-là de processus, si on veut, là, ultimement, c'est sûr que l'objectif qui est de résultat, qui est de réussir la voie ou le bloc ou quoi que ce soit, il y a beaucoup plus de chances en plus qu'il se fasse accomplir, veux pas? Ouais, exactement. Okay. Exactement. Et puis, il y a d'autres paramètres. On a parlé de la précision et de la mesurabilité des objectifs, mais il faut aussi qu'ils soient motivants. Ça, on peut avoir souvent, par exemple, dans des clubs, des jeunes qui sont en groupe avec un entraîneur et puis c'est le même objectif pour tout le groupe parce que c'est plus simple pour l'encadrement de préparer une équipe pour tel ou tel objectif. Mais si cet objectif est pas motivant pour les personnes dans le groupe, ils vont moins adhérer au programme, au projet et du coup moins progresser. Ensuite, il y a un ratio difficulté de l'objectif, challenge, mais aussi à quel point est-ce que c'est réaliste qu'il faut être capable de trouver. Et il faut être capable d'organiser ses objectifs dans le temps, donc en objectifs principaux, à moyen terme, long terme, court terme, et selon une certaine complexité. Donc mon objectif final, il est très complexe avec plein de paramètres. On en parlait tout à l'heure avec le côté mental, physique, technique, tactique, nutrition, etc. Ouais. Mais l'idée, c'est d'être capable de découper cet objectif principal très complexe en plusieurs sous-objectifs organisés dans le temps et moins complexes en fait, plus indépendants. Et puis en se rapprochant de l'échéance, aller regrouper en fait ces objectifs-là entre eux. C'est ça un petit peu qu'on appelle, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce type d'objectif-là, mais c'est un des objectifs qui sont SMART. Je sais pas si c'est le S-M-A-R-T. Là. Je pourrais pas te répéter toutes les lettres, là, mais en gros, me semble S, c'est l'acronyme pour... je sais même plus. Je crois que c'est spécifique. Ouais, après ça, mesurable. Bref. Ensuite, en fait, après, entre le français et l'anglais, il y a des traductions qui divergent. Et du coup, au final, je l'utilise
plus trop et j'utilise plutôt la liste que je t'ai donnée OK. parce que tout le monde a une version un petit peu différente de chaque lettre de ce smart. Et, Ouais. mais voilà, oui, en gros, c'est ça. Le fameux. Le fameux, ouais. Nice. Puis, tu sais, justement, au niveau des objectifs dans court, moyen, puis long terme, comment, tu sais, en tout cas, ça doit être vraiment difficile sans avoir un coach ou avoir quelqu'un qui t'accompagne à créer tes objectifs, d'être bon, d'être assez, je sais pas comment expliquer ça, d'être assez conscient de soi, puis d'avoir assez de connaissances pour se créer ses propres objectifs à court, moyen, long terme. Tu sais, même moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement en escalade, tu sais, moi, ça fait à peu près 5 à 6 ans que je fais de l'escalade. J'ai commencé un petit peu avant la COVID, là, dans les alentours de 2019, 2018, 2019. Puis je me souviens, j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement en escalade pendant la pandémie, là, dans le sens que pendant que tous les gyms étaient fermés, là, j'ai commencé à m'entraîner, à faire des doigts parce que je me disais que c'était une des choses qui faisait du sens. Je m'étais dit que j'allais commencer à m'intéresser aussi à la nutrition, puis ces choses-là. Puis la préparation mentale, moi, j'avais pas vraiment... Il n'y avait pas tant d'informations non plus en ligne. Fait que, puis j'essaie de me remettre, moi, en 2022 à peu près, 2021-2022, puis me dire, OK, comment moi j'aurais pu faire à ce moment-là sans avoir du coaching, comme quelqu'un de toi, mettons, ou quelqu'un de l'Académie des grimpeurs là, qui est lancé avec nos coachs à nous autres, etc. Mais comment moi j'aurais pu faire pour me fixer des objectifs qui font du sens, puis on dirait que j'ai de la misère à me dire à être confiant que mes objectifs que je me serais fixés dans ce temps-là auraient eu du sens. Ouais. Fait que selon toi, c'est comment on fait pour se fixer des objectifs court, moyen puis long terme, puis que ce soit réaliste. Puis est-ce que le mot réaliste, c'est un mot qui fait du sens d'être utilisé? En tout cas, je sais pas si tu comprends un petit peu ma question. Moi, ce que je fais, et c'est quelque chose qui est vraiment faisable chacun de son côté, c'est un petit exercice que je fais presque avec tous les clients qui me contactent pour travailler en préparation mentale. La fixation d'objectifs, c'est vraiment une habileté mentale de base qui va servir en fait sur plein d'autres habiletés mentales et sur plein de problématiques. Donc, c'est vraiment quelque chose que je travaille directement et puis ça permet de savoir où est-ce qu'on va. Dans quelle direction on va. Donc je le fais avec presque tout le monde. C'est que je donne 3 fois 3 minutes pour se donner le plus d'objectifs possible sur un laps de temps. Donc disons le plus d'objectifs possible à 3 mois. Réaliste, pas réaliste, escalade, pas escalade, en essayant vraiment d'en mettre le plus possible dans tous les domaines. Ça, je vais y revenir un petit peu, mettre tout ce côté de prendre large et pas que l'escalade. Pour moi, c'est super important. Genre de vomi d'objectifs, là, si on veut. Tu t'en mets le plus possible. Okay. Et vraiment aller dans tous les domaines. Et ça va être important aussi pour éviter le côté obsessionnel aussi. Pour garder une relation équilibrée à l'escalade. Et donc, 3 minutes comme ça à 3 mois. Et ensuite, on essaye de les prioriser. Donc, on peut noter 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre d'importance pour nous. Et ensuite, on peut faire la même chose à moyen terme, donc disons de 3 mois à 1 an ou 2 ans. Et pareil, le plus possible, dans le plus de domaines possible. Ensuite, on les priorise. Et puis, ensuite, on fait à très long terme. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette structure de base de tout ce qui nous est passé par la tête, quand même un petit peu organisé par ordre de priorité, on va pouvoir essayer, en tout cas pour les 3 premiers de chaque période, et essayer de répondre au maximum aux contraintes du SMART critère. Donc les rendre précis, les rendre mesurables, motivants normalement s'ils sont dans notre top 3, c'est bon. Les formuler positivement pour être dans de l'approche et pas dans le développement. Enfin voilà, et essayer de venir sur ces objectifs comme ça. Et puis après, ça risque d'être des objectifs un peu principaux. Et l'idée, ça va être de trouver peut-être
deux choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, à l'entraînement ou pour chacun de ces objectifs, deux choses qu'on peut mettre en place concrètement pour se rapprocher. Et ça, Ok. ça crée une bonne base quand même de fixation d'objectifs. Wow. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant parce qu'une fois que tu fais ça, tu le vois devant toi. Puis en plus, moi, dans la vie, je suis quand même quelqu'un qui est assez visuel. Fait que de voir, mettons, de 0 à 3 mois, puis après ça, mettons, entre 3 puis je me souviens plus le chiffre que tu avais dit, mais entre 3 puis, mettons, 6, 7 mois à peu près, j'imagine, là, dans ces eaux-là. Puis après ça, un objectif, mettons, sur 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. C'est le fun parce que après ça, tu le vois par colonne, si on veut, devant toi. Ouais. Tu le vois par priorité parce que les top 3, dans le fond, 3, 3, 3, ben, veux pas, c'est comme c'est comme vraiment tu le sais que c'est ça qui te motive parce que c'est toi qui tu les as classés. Puis après ça, d'implémenter des petites affaires, des habitudes de vie dans le temps qui peuvent t'aider tranquillement à aller vers ces objectifs-là. Ben, ça revient un petit peu à ce que tu disais. C'est un objectif de processus, en fait. Là. Après ça, les habitudes que tu implémentes dans ta vie pour te rapprocher de tes gros objectifs. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est assez parlant et ça marche plutôt bien pour commencer à travailler autour de ça. Exact. Puis, tu sais, là, pour la préparation mentale, tu sais, si on revient, mettons, à la préparation vraiment 100% mentale, ça doit être touché aussi pour quelqu'un de se connaître assez mentalement ou, tu sais, tu sais, ça prend quand même une bonne connaissance de soi pour se dire, ouais, moi, vraiment, tu sais, c'est ça qu'il faut que je travaille, puis voici l'habitude qu'il faut que j'implémente dans ma vie. Puis c'est là que je pense avoir un coach, ça peut être intéressant parce que ça peut aider, ouais. C'est ça, parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais, des fois, il y a des. Mettons que tu rencontres un client, puis que le client, là, tu lui poses des questions, puis là, finalement, toi, en tant que coach, tu réalises que le client, c'est ça qu'il a de besoin, mais peut-être que le client, l'athlète, est même pas au courant que c'est ça qu'il a de besoin. Puis là, tu lui dis, puis là, en lui disant, ben là, la personne, l'athlète, fait comme OK, c'était ça, dans le fond. Puis là, c'est comme là, tu le vois, là. Mais ouais. Mais c'est pas toujours facile à faire ce que tu dis. En préparation mentale, on est un peu toujours sur le fil entre vraiment se baser de ce que la personne qu'on suit nous apporte et on l'accompagne avec ça, et le moment où on va pouvoir donner notre avis de coach. Enfin, voilà, on est un peu entre les deux et on a une posture qui est pas la même que celle du préparateur physique, où on va plus appliquer une charge entre guillemets. C'est ça. Aux sportifs. Là, on est plus dans l'accompagnement et du coup, on n'a pas tout à fait la même posture. Mais oui, par moment, ce que tu dis, c'est sûr que ça arrive et qu'on va pouvoir vraiment aiguiller la personne. C'est ça, parce que tu sais, la préparation mentale versus physique, tu sais, physique, le préparateur a des chiffres. Tu sais, il fait juste, tu sais, il peut dire, bon, voici tes métriques sur tous ces tests-là. Fait que maintenant, tu sais, selon ce que tu me dis, selon les vidéos que tu m'as envoyées, selon ci, selon ça, ben, voici le plan d'entraînement, mais de la préparation mentale, comme on le dit, c'est dans le mental, c'est de la psychologie, c'est pas quelque chose qui se quantifie. Ben oui, peut-être, mais pas autant que de la préparation physique ou nutritionnelle, à la limite aussi. Là, fait que, non, c'est ça, fait que c'est vraiment intéressant. Il y a des questionnaires, moi j'utilise beaucoup parce que ça parle aussi du coup aux personnes, des questionnaires qui vont mesurer les habiletés mentales ou mesurer plus précisément la confiance en soi ou la relation coach entraîneur entraîné, et en fait ça va permettre de donner du chiffre, mais voilà, après il faut savoir les utiliser, les manier, ces questionnaires, mais il y a quand même moyen de donner du chiffre et un peu de corps à la préparation mentale qui est souvent abstraite dans les esprits, et c'est pour ça que c'est pas forcément facile de se tourner vers la préparation mentale, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est très très flou, très vague et impalpable. Exact, c'est ça. Puis souvent, en plus, les grimpeurs, comme tu disais, on est tellement des créatures obsessionnelles que des fois, on se dit, il faut juste que je sois plus fort, que je sois plus fort, que je sois plus fort. Puis justement, on avait déjà tourné un podcast avec Christelle. Puis, on disait que les plateaux,
c'est ça, un plateau mental, ça peut être plus touché là, à gérer qu'un plateau physique. Là. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Mhm. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des Grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Le podcast était super bien d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tu m'en avais parlé, je pense. Là. Puis c'est justement hier, j'ai mis dans notre. Hier, au moment où qu'on tourne le podcast, là, on est le 30 avril, je pense. Là. Fait que ça devrait sortir au courant du mois de juin, juillet, à peu près, là, dans ces eaux-là. Mais je pense que ça a été l'épisode le plus aimé, le plus écouté, en fait, de toute la saison 4. Là. Fait que c'est parce que c'est la préparation mentale. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de plateaux en escalade qui sont plus mentales que physiques. Là, parce qu'en bout de ligne, il y a des grimpeurs qui sont pas si forts que ça ou quoi que ce soit, mais ils try hard et ils sont capables de se pousser, ils sont capables d'être stratégiques, ils sont capables d'apprendre à se connaître mieux. Puis quand tu apprends à mieux te connaître, après ça, tu es capable de mieux te gérer, de mieux te fixer des objectifs mentaux dans le temps, puis tout ça. Puis ça, souvent, ça fait qu'on peut briser, on peut aller loin, là. On peut aller loin sans juste s'entraîner physiquement. Là. Ça, c'est sans dire que l'entraînement physique, c'est pas important, mais la combinaison des deux, c'est juste incroyable. Ouais, c'est super efficace. Les deux vont ensemble d'ailleurs. Moi, la grosse difficulté que je rencontre en tant que préparateur mental, c'est que je travaillais au sein de staff. Avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, avec un groupe d'athlètes. Et maintenant, je travaille que avec des athlètes qui viennent me voir, indépendamment de la structure qui les encadre. Et ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre ce qui se passe à l'entraînement et en préparation physique et ce qui se passe au niveau de la préparation mentale. Et le gros enjeu, c'est d'intégrer la préparation mentale dans les séances de préparation physique, dans les entraînements techniques. Enfin, voilà, c'est pour que les transferts soient vraiment efficaces et puissent se faire. Et il faut qu'il y ait ces ponts qui se créent, parce que sinon c'est clair. Sinon c'est juste deux choses séparées et le lien se fait jamais. Ah non, c'est vrai. J'approuve. Good. Puis est-ce que... Ah oui, ça c'est bon, ça. J'avais préparé cette petite question-là, puis je pense que ça fait quand même bien le pont avec ce qu'on parle présentement. Vraiment, en fait. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de se fixer des objectifs? Là, on est encore dans la fixation d'objectifs, mais de se fixer des objectifs sur toutes les sphères en même temps. Exemple, technique, physique, mental, nutritionnel, etc. Ou est-ce que tu penses que pour qu'un athlète progresse vraiment bien, c'est mieux de y aller une étape à la fois. Donc, vraiment juste faire du physique, puis après ça, juste faire de la technique, après ça, juste faire de la tactique, juste faire du mental, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est plus un tout qui se travaille, mettons, sur le long terme au niveau de tout ça? Il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il faut vraiment partir des objectifs principaux et puis les découper, comme on disait, donc les simplifier en fait, et faire émerger peut-être des objectifs au niveau mental, au niveau physique, au niveau technique. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur tous ces aspects-là. Et après, c'est de il faut prioriser aussi en fonction de là où on a le plus de lacunes peut-être, mais aussi là où on a le plus de plaisir à travailler. Peut-être que quelqu'un qui a vraiment énormément plaisir à travailler sur le côté physique, si on lui fait faire que de la préparation mentale parce que c'est là où il a le plus de lacunes, en termes de motivation, ça va être plutôt délétère et du coup, ça va pas forcément l'aider. Donc, ça va être vraiment un travail d'individualisation
et essayer avec cette personne de dire ok, on va essayer de travailler le mental vraiment dans la préparation physique, ou alors on va faire un petit peu les deux en même temps. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même moi, j'ai vraiment l'impression qu'il faut quand même travailler les différentes sphères en parallèle, ou pas forcément en même temps, mais voilà, articuler toutes les sphères, tous les paramètres de la performance pour que ça se retrouve en fait au moment où on a envie d'être le plus performant possible. Exact. C'est ça, ça me fait penser, c'est un petit peu comme si tu avais un genre de pas un thermomètre, là, mais c'est comme si tu avais 100% de ton énergie. Puis mettons peut-être qu'on va dire 40% ou 50% devrait être aller dans les faiblesses. Après ça, un genre de, je sais pas, 10-15% dans la nutrition. Mettons après ça, un 20% dans ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, ça fait quand même du sens, surtout pour la motivation. Parce que, puis ça me fait penser à quelque chose que j'avais déjà parlé avec Hugo Dorval, qui est un champion canadien, dans le fond, en bloc. Puis il me disait que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les grimpeurs, quand ils sont bons dans quelque chose, c'est parce qu'ils aiment ça. Puis la raison pour laquelle ils sont un peu moins bons dans quelque chose d'autre, souvent, c'est parce qu'ils aiment un peu moins ça. Fait que si on arrive et qu'on dit à quelqu'un que tu vas travailler à 90% du temps dans tes faiblesses pour améliorer ta faiblesse, mais ta faiblesse, la réalité, c'est peut-être parce que tu es peut-être faible, moins bon là-dedans parce que justement, tu aimes un peu moins ça. Mais si on te fait juste faire quelque chose que tu n'aimes pas, ben, c'est très possible que la motivation soit plus là. Fait que c'est pour ça, je pense, comme tu dis, que c'est important de bien naviguer si on veut d'être balancé. C'est assez fin. Ouais. Et moi, j'irais même en plus des objectifs techniques, physiques, mentaux. En plus de ça, on peut aller plus loin encore avec des objectifs hors grimpe dans d'autres domaines, justement pour éviter de tomber dans ce côté obsessionnel de l'escalade. En fait, les passions, elles peuvent être soit harmonieuses, soit obsessionnelles. Une passion harmonieuse, c'est quand c'est nous qui contrôlons l'objet de notre passion, donc ici l'escalade, et donc on va réussir à articuler l'escalade avec les autres choses qu'on a dans notre vie, donc la vie professionnelle ou scolaire, la vie affective, familiale, enfin voilà, vraiment avec tout ce qu'il y a autour. Et la passion obsessionnelle, c'est l'inverse en fait, c'est l'objet de la passion qui nous contrôle. Donc en fait, ça devient un rapport addictif avec l'escalade, et du coup, ça empiète. L'escalade va empiéter sur les autres sphères, donc le côté scolaire, professionnel, amical, familial, affectif, social. Et à court terme, une passion obsessionnelle, elle va être hyper propice à la progression. Souvent, on voit quand on commence l'escalade, il y a beaucoup de gens qui commencent l'escalade et qui sont vraiment à fond, et qui progressent très vite et qui ont un rapport vraiment comme ça avec l'activité. Mais par contre, quelqu'un qui est vraiment dans un rapport obsessionnel avec sa passion, donc avec l'escalade ici, va avoir tendance à plus se blesser, à moins suivre les protocoles de rééducation, moins respecter les temps de repos, en faire toujours plus, et du coup va avoir plus de syndrome de surentraînement, et enfin voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux, voilà, et moins de progression à long terme, et à être dans l'activité moins longtemps aussi au final. Et du coup, avoir des objectifs et garder des centres d'intérêt, même si ça peut demander un effort. J'imagine par exemple quelqu'un qui fait de la compétition à très haut niveau, qui est professionnel, c'est normal que ça prenne beaucoup de place dans sa vie. Mais par contre, faire l'effort de garder des objectifs en dehors de ce contexte-là, sans dire que c'est des objectifs très très importants, intense, voilà. Mais garder un contact vraiment avec le reste, ça va être super important pour limiter un petit peu ça. C'est malade, ça. J'aime ça. Pour elle, c'est la première fois dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait en 5 saisons maintenant que j'entends ça, puis je m'attendais pas à ça. Que tu dises que, dans le fond, dans la fixation d'objectifs en escalade, que c'est important de se fixer des objectifs en dehors de l'escalade. Mais maintenant que tu en parles, ça fait vraiment du sens, parce que même moi, quand tu disais obsessionnel, il y a des moments,
tu sais, je dirais pas que je suis obsessionnel tout le temps quand je fais tu sais, dans l'escalade, mais il y a des passes que c'est vrai que Ouais. l'escalade peut devenir obsessionnel des fois. Puis là, des fois, je m'en rends compte, je me dis, crime, là, c'est vrai que présentement, je suis comme plus dans un moment où c'est que l'escalade prend beaucoup de place dans ma vie. Tu sais, des fois, tu vas au gym, puis ça te tente même pas, tu sais, d'être là, tu sais, là, tu y vas. Puis là, t'es comme, tu sais, on se rend compte, tu sais, on se dit pourquoi, tu sais, pourquoi on est là. Fait que, tu sais, là, ça, j'ai l'impression que dans une situation comme ça, c'est vraiment pour venir contrebalancer, tu sais, d'autres choses dans la vie, mais c'est vrai qu'on que satisfait plus à côté, ouais. ouais, c'est comme une drogue. Tu sais, c'est Ouais, quasiment c'est quelqu'un exactement qui pareil, va. ouais. Merde. Mais après, c'est normal, mais c'est ouais, normal exact. d'avoir des moments, quand on est investi à fond dans quelque chose, c'est normal quand même d'avoir des moments où on va y consacrer plus de temps, plus d'énergie. Voilà, et on joue toujours un peu sur ce fil de Ouais. est-ce que rapport à l'escalade est équilibré ou pas, et avec tout ce qu'on a, ça peut être souvent Ouais. avec le travail aussi. Enfin, voilà, Exact, c'est ça. les C'est domaines ça. sont pareils, ouais. Ouais, c'est en fait tout. Ouais. C'est pas une dépendance, mais c'est ça. Puis, bon, moi, je pense que d'en être conscient, on a déjà 80% Ouais. du travail de fait parce que, tu sais, moi, mettons, avant, tu sais, j'en étais déjà un petit peu conscient de ce concept-là que tu viens de parler, mais là, d'avoir cette discussion-là qu'on a en ce moment, puis de vraiment mettre des mots, puis des termes, puis de l'expliquer, puis de rentrer en profondeur là-dedans, mais ça me fait vraiment comprendre vraiment plus ce concept-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast qui vont se dire crime. Ouais, j'ai peut-être que c'est dans les 2 derniers mois, j'ai été beaucoup plus dans une relation obsessionnelle avec l'escalade, plus que dans une relation harmonieuse. Puis le fait de donner aux athlètes des objectifs en dehors de l'escalade, ben ça va les faire réaliser en le faisant que crime, c'est vrai, c'est important dans le fond d'avoir d'autres objectifs ou de ne pas juste avoir tous mes œufs dans le même panier. Tu sais. Ouais. Très intéressant. Cool. Puis, est-ce que tu peux me donner des exemples de bons objectifs versus des objectifs qui sont mal formulés dans le, mettons, moyen, long terme, etc.? Je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu, là, mais... Un petit peu, ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir ce qui peut être un objectif moins bien formulé à long terme, ça peut être, en plus, ça fera le pont avec la blessure, mais ça peut être je veux plus me blesser, ne plus me blesser. Ah ouais, ça peut être un objectif qui est en soi, qui a du sens, mais en fait, c'est pas la meilleure formulation possible, et ça permet pas de faire sortir des stratégies à mettre en place pour effectivement limiter les risques de blessure. Et du coup, à la place, ça pourrait être je veux mettre en place une routine d'échauffement pour être le plus équilibré possible en termes de posture et limiter les blessures. Ça peut être je veux avoir une nutrition et une hydratation adaptée aux périodes dans lesquelles je suis et à la charge d'entraînement. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. C'est vraiment bon. J'adore ça. C'est vraiment bon. En fait, c'est que de la formulation. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Ouais, il y a comme ça pas de mauvaise... excuse, je veux pas te couper. Mais oui, il y a pas de mauvais objectif en soi, c'est juste souvent des problématiques de formulation et de qu'est-ce que cette formulation elle va emmener derrière en termes d'action. Exact, tout le temps de passer d'un objectif vraiment de résultat à processus. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mettons l'objectif, je veux pas me blesser. Moi, maintenant que t'en parles, je me suis déjà dit ça. Tu sais, je me suis dit, exact, c'est sûr. Tu sais, là, tu te blesses, puis là, après t'être blessé, tu te dis, crime, je veux plus jamais me blesser, je veux plus me blesser, je veux plus me blesser. Mais encore une fois, tu sais, il y a comme pas vraiment de protocole ou de sous-objectifs qui permettent ultimement d'arriver à pas se blesser, mais justement bien boire de l'eau. Un de mes objectifs, ça peut être, c'est ça, de pas grimper 7 fois dans une semaine, 7 jours sur 7. Il y a plein d'essayer de
d'avoir des nuits de sommeil de 8 heures par nuit, tu sais, de manger assez de protéines pour bien récupérer. Si je me sens pas bien, tu sais, un objectif, ça peut être de me dire, je vais écouter mon corps. Si je me sens pas bien, ben, au lieu de grimper 2 heures, je vais grimper 1 heure. Tu sais, c'est comme tous des petits objectifs comme ça qui font en sorte que, ultimement, tu sais, ça amène à pas se blesser ou avoir moins chance de se blesser. Ouais, complètement. Et je pensais à une autre chose. Ah oui, ça revient même, on en parlait au tout début de l'enregistrement. Dans le SMART, on peut aussi rajouter quelque chose qui est le fait qu'un objectif il soit engageant et qu'on s'engage dans l'objectif. Et ça va vraiment faire le lien avec ce côté prévention de blessures. L'engagement dans un comportement, en fait, c'est comment est-ce qu'on change de comportement. En fait, on se met en action vers un comportement. Et ça va être super important quand on se fixe des objectifs, déjà de les avoir en tête, mais de faire ce travail avec l'exercice dont j'ai parlé là où on les écrit. Parce que les écrire, ça va nous engager dans l'objectif. Et puis de les mesurer régulièrement, savoir où on en est, peut-être de les réajuster et aussi d'en parler autour de soi. Parce que à partir du moment où on en parle, en fait, on est engagé comme au moment où on les écrit, mais de manière un peu plus intense encore. Au moment où on en parle, ça va nous engager dans l'approche de cet objectif. Ouais. Et ça, c'est vraiment les théories de l'engagement, c'est ça. Par exemple, on peut repartir sur ce truc de plus vouloir se blesser. On peut avoir le côté je veux limiter mes blessures, mais j'envisage même pas de mettre en place un protocole d'échauffement pour rééquilibrer mes épaules, par exemple, qui sont trop enroulées vers l'avant et voilà. Mais j'envisage même pas ce changement de comportement. Donc là, on est dans une étape de pré-contemplation. Ensuite, on va pouvoir passer dans une étape de contemplation où on se dit peut-être qu'il faudrait que je mette quelque chose en place, un protocole d'échauffement, voilà, ça pourrait être intéressant pour moi, mais j'ai pas encore changé de comportement. Et ensuite, il y a le passage à l'action où on va mettre en place un comportement, donc mettre en place ce protocole, essayer des choses et tout. Et puis après, il y a le côté maintien du comportement dans le temps. Il me semble, je sais plus, mais que c'est 3 mois ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Et en fait, le fait d'écrire ses objectifs, de venir les mesurer leur atteinte ou non régulièrement et en parler autour de nous, et ça permet vraiment d'aider ce cheminement de passage à l'acte et de maintien d'un comportement en fait de santé par exemple. Ouais, c'est vraiment intéressant ça. Ça me fait penser un peu. J'ai lu le livre, je sais pas si ça dit quelque chose peut-être là, c'est Réfléchissez et devenez riche. Dans le fond, c'est un livre, puis c'est pas juste par rapport à l'argent. C'est pas riche juste en termes de richesse d'argent. Puis je pense que c'est un des best-sellers mondiaux là, vraiment Puis il parlait d'un petit peu de ce concept-là. Il disait que dans le fond, pour se fixer des objectifs, c'était important, comme on disait, de se fixer un objectif dans le temps, de le mesurer, de revenir sur de revenir, exemple, de façon hebdomadaire, comme tu disais, sur ton objectif. Mais quelque chose qu'il disait aussi, c'est de l'annoncer publiquement. Il disait que, dans le livre, l'auteur, il disait que d'annoncer publiquement que tu allais faire quelque chose, ça rajoutait justement un engagement. Puis c'est plus juste avec toi. Tu n'es plus juste engagé envers toi-même. Tu es engagé envers la parole que ce que tu as dit par rapport à ton objectif, ce que tu as envoyé à l'extérieur. Fait que ça, c'est comme un niveau d'engagement de plus. Là. Fait que c'est bon, ça, ouais. Puis de réévaluer. C'est ça, il disait réévaluer à chaque mois, à peu près. Là, c'est ça, mettons, son objectif. Là. Puis c'est fou parce que, puis l'écrire. Puis je trouve que maintenant, en plus, dans un ère, en 2025, que tout est rendu digital, tu sais, téléphone, ordinateur, puis tout ça, je pense que de l'écrire sur un bout de papier, moi, personnellement, je fais beaucoup ça. J'aime mieux écrire sur un papier que de l'écrire sur mon téléphone parce que je trouve qu'il y a quelque chose de puissant à écrire. Tu sais, il y a un transfert d'énergie là, qui se fait sans vouloir rentrer dans l'ésotérique, là, mais il y a vraiment un transfert il y a une intention qui est mise quand tu écris quelque chose vraiment, puis quand tu relis cette chose-là à chaque semaine ou à chaque mois, il y a comme il y a un focus, c'est ça, il y a un focus qui se crée. Et dans le cas de la préparation mentale, moi vraiment je fais beaucoup travailler autour de carnet
ce soit pour les objectifs, la motivation, la confiance en soi. Enfin, parce que je trouve que ça donne du corps en fait à la préparation mentale et c'est plus juste bah voilà ce qu'on va se dire en séance ou ça donne vraiment une matière en fait. Ça matérialise le travail qui est fait et je trouve que c'est assez important justement pour l'engagement dans le travail en prépa mentale. Ouais, exact, ça le quantifie. Ça le quantifie, Ouais. puis à force de cocher puis de voir que tu le fais, ben c'est encourageant aussi parce qu'il y a un momentum après ça qui commence à se créer, puis là, il y a de la motivation, puis tu sais, comme on dit, la faim vient en mangeant, là, ben la motivation se crée en prenant action, tu sais. Ouais. Ben, en plus, je suis en train d'écrire en ce moment un article sur le momentum en escalade. Ah ouais? On prend une tangente. Ouais. J'écrivais ce matin. Wow, c'est cool ça. On pourrait, je pense que le momentum, ça pourrait être un sujet de podcast complet, là, carrément. Ouais, là, ouais carrément. Puis tu sais, c'est pas juste en escalade, c'est dans sa vie en général. Ouais. Dès que tu crées le momentum. Ouais, c'est un vaste sujet. Good. Fait que là, je pense qu'on peut faire le pont avec les blessures parce qu'on parlait de. Je pense que c'est une belle transition. Le deuxième sujet justement du podcast, c'est vraiment de voir. Parce qu'on parle beaucoup de réadaptation physique au niveau de la blessure, mais on parle rarement de la dimension mentale de la blessure. Est-ce que. Ben, en fait, je vais te laisser la page blanche pour parler de ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a des objectifs, est-ce qu'il peut y avoir des objectifs par rapport à un retour mental sur la blessure? Tu sais, comment tu vois ça, en fait, l'aspect mental de la blessure puis le retour de ça? Alors. C'est un gros sujet. C'est un grand sujet. C'est un gros sujet, ouais. On peut commencer par. Par où commençons-nous? Ouais, c'est ça. La blessure, elle est chez un sportif, vu que son corps, c'est quand même son outil dans le milieu dans le sport, quoi. La blessure sportive, elle va être vécue comme un deuil, en fait. Au sens figuré, c'est pas un proche qui est décédé qui part, mais on perd un bout en fait de la fonctionnalité de notre corps, et donc elle va être vécue un petit peu comme un deuil, avec les phases traditionnelles du deuil, avec le déni, la colère, la négociation, la dépression, et puis petit à petit l'acceptation. Dans le plus beau des mondes, on passe une phase après l'autre et on arrive à l'acceptation au bout de tant de temps. Dans la réalité, que ce soit dans un deuil au premier sens du terme ou dans le cas d'une blessure, c'est vraiment des allers-retours entre les différentes phases. Admettons, je me suis fait mal au coude. Au début, je peux être dans le déni, puis me dire non, ça va aller. Ensuite, être en colère parce que je sais que c'est moi qui suis mal échauffé. Et puis après, une fois que je vais avoir un premier avis d'un professionnel de santé, je vais commencer à négocier en me disant non, mais je vais pouvoir reprendre plus vite. Il connaît pas l'escalade. Après, le physiothérapeute, il dit pas la vérité. Ensuite, je vais me rendre compte qu'en fait, il avait raison et je vais avoir une phase de tristesse. Puis peut-être que je vais revenir dans du déni. Et en fait, on fait vraiment des allers-retours. Et l'objectif premier pour moi de la préparation mentale, dans le cas d'une blessure, ça va être d'accompagner le grimpeur ou la grimpeuse vers l'acceptation la plus stable possible de cette blessure. Parce que tant que là, on n'est pas dans cet état d'acceptation de la blessure, ça va être super compliqué de s'engager, on en parlait juste avant, dans les comportements de santé, donc le repos, l'immobilisation peut-être, les exercices de kiné, physio. Voilà, tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, ça va être dur de s'investir pleinement là-dedans. Donc pour ça, moi pareil, j'utilise un carnet où l'idée c'est vraiment de noter un peu au quotidien comment est-ce qu'on se sent par rapport à sa blessure, quelle émotion on a vécue, en se disant vraiment voilà que les émotions qu'on ressent par rapport à la blessure, elles sont normales, mais juste essayer d'en prendre conscience.
et savoir où on va. Donc il y a ce côté-là. En parallèle, il peut y avoir un côté fixation d'objectifs à mettre en place, mais qui va vraiment se mettre en place à partir de l'acceptation quand même, qui va prendre du sens à ce moment-là. Des objectifs de rééducation en fait, jusqu'à la reprise de l'activité. Par exemple, je sais pas, on était sur le coude. Si c'est une luxation du coude, et ben peut-être retrouver les amplitudes. Voilà, dans tant de temps, je veux être à telle amplitude, je veux pouvoir retrouver tel niveau de force à tant de temps. Donc ça, c'est à travailler avec, avec les professionnels de santé, kinés, physio, chirurgiens s'il y a eu, enfin voilà, les médecins. Ouais. Voilà. Et du coup, en parallèle de ça, tout le travail autour de la méditation de pleine conscience, ça va être hyper intéressant parce que c'est vraiment ce truc de je prends conscience des émotions, des pensées que j'ai, qui me traversent, mais j'ai conscience aussi que c'est transitoire et puis je les accepte, je suis OK avec ça et j'essaie pas de les chasser ou de les mettre de côté. Vraiment, j'arrive à être avec et à me concentrer sur ce qui est pertinent pour être efficace avec ses pensées, ses émotions. Donc tout ça, ça va être hyper important. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai là que je conseille. C'est Mindfulness. Ça. Wow, pleine conscience pour la performance. Non, c'est mindfulness, on a pleine conscience pour la performance. C'est cool. Ouais. Bah ça, c'est super bien. Il y a une grosse revue de littérature sur la théorie qu'il y a autour de la pleine conscience, qui est vraiment hyper intéressante et hyper riche. Donc la pleine conscience pour la performance sportive. Et puis il y a un QR code qui emmène vers des séances audio. Il y a une dizaine de séances audio à faire. Et puis il y a une planification sur 6 semaines, un protocole avec ces séances audio qui est proposé. Wow. Donc il y a un programme clé en main, 6 semaines de pleine conscience. Tout dans super bien, pareil que je. Tout avec. Ah ouais, c'est wow, c'est fou ça. Ouais, donc il est super bien. Il y a beaucoup de valeur dans le livre, c'est cool. Là. Ouais, ça a été un travail sérieux et très complet, quoi. Exact. Donc, top. Ah ouais, puis après ça, les objectifs, c'est ça. Fait que mettons des objectifs, mettons que je regarde ça, c'est ça, les objectifs pour dans le fond, les objectifs pour pour le retour mental après une blessure, ça commence après l'acceptation. Fait que, dans le fond, l'objectif numéro 1, c'est d'arriver à l'acceptation. À l'acceptation le plus vite possible. Puis après ça, à quoi ça peut ressembler des objectifs mentaux dans les, mettons, à court, moyen, long terme pour un retour progressif après une blessure. Pour revenir à son niveau une fois qu'on a pu recommencer à grimper. Ouais. L'idée, ça va être de reprendre tout ce qu'on a déjà dit avant en termes de théorie autour des objectifs et de construction des objectifs. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'y aller plutôt par le bas, pas être trop ambitieux et plutôt avoir des objectifs qui nous plafonnent un peu plutôt que des objectifs qui nous poussent pour limiter en fait le risque de reblessure et du coup limiter aussi la peur de reblessure. Par exemple, je sais pas, un grimpeur qui a un niveau en falaise de Utah. Il va, admettons, il a eu une rupture de poulie et puis il peut recommencer à grimper. Et ben peut-être qu'il va se dire, je dis au hasard, hein, je sais pas, les temps sont pas forcément justes, mais disons, mes 2 premières semaines d'escalade, je fais pas au-dessus de 6A, par exemple. Et puis les 2 semaines d'après, j'essaye de faire pas plus que 6C, mais j'essaye de les faire à vue. Et puis peut-être qu'après, je vais essayer de faire du 7A après travail, mais pas plus. Je vais pas essayer plus. Ensuite, essayer de refaire des 7A à vue, etc. Vraiment pour le côté grimpe. Et plutôt plafonner en fait, en me disant je vais pas au-dessus de ça pour avoir un retour, vraiment s'assurer d'un retour progressif. Voilà, vraiment sur le côté escalade. Et puis après, ça va être important de coupler avec tous les objectifs de remise en charge progressif et de la poulie et de retrouver un niveau de force et des amplitudes qui sont normales entre guillemets. Voilà. Wow, c'est vraiment bon ça, ce que tu viens de dire, dans le sens que
mettons, la grosse différence entre, mettons, un objectif quand on n'est pas blessé versus quand on est blessé, c'est que quand on est blessé, on veut avoir un peu pas le même type d'objectif, mais vraiment se caper, là, se mettre un maximum. Ça, j'avais pensé à ça parce que c'est vrai que si, exemple, tu te mets pas de maximum, ben là, on va avoir tendance à revenir dans la performance puis de vouloir, tu sais, puis dans notre tête, on a encore notre ancien niveau d'avant. Fait que là, on se met une pression de revenir vite puis de revenir vite puis de revenir vite. Mais si on se met l'objectif de justement juste grimper en CSA puis monter graduellement à chaque semaine, ben là, c'est le fun parce que même si on n'est pas encore en notre 8A en falaise, ben on accomplit quelque chose à chaque semaine qui est notre objectif. Voilà, c'est ça. Alors que quand on est à pleine performance, ben là, est-ce que tu dirais que c'est le contraire et c'est important de ne pas se mettre de cap ou il faut encore naviguer ça? Ça va dépendre, j'imagine, de l'athlète aussi, peut-être. Là. Ouais. C'est important quand même d'avoir un côté vraiment réaliste dans l'objectif, qui soit pas complètement démesuré. Par exemple, si mon objectif là, je te dis que c'est d'être champion olympique en bloc en 2028, c'est complètement irréaliste. Et du coup, ça va pas m'amener bien loin en fait. Ouais. C'est trop déconnecté de ce qui est possible. Après, par contre, sur des objectifs à très long terme, quand même, c'est intéressant d'enlever un petit peu ce côté réaliste et de s'autoriser d'avoir quand même des rêves, des choses qui nous font vraiment dans la mesure du possible quand même, mais des choses qui vraiment nous animent et nous apportent beaucoup de motivation, quoi. Ouais. Dans la limite du raisonnable, mais on a le droit aussi d'avoir des objectifs on n'est pas sûr du tout qu'on va atteindre. Exact, c'est motivant ça, c'est motivant. Ouais, puis là je pense vraiment des choses qui nous font rêver. Ouais. Puis j'imagine que à ce moment-là, il faut faire attention aussi. Tu sais, c'est tellement touché en fait la préparation mentale parce que tu sais, c'est ça, faut être motivé, mais en même temps, faut être conscient de sa motivation pour ne pas tomber dans une obsession, tu sais, pour retomber dans une. Tu sais, mettons que tu es méga motivé par un projet, ben c'est peut-être cool. Tu sais, je pense que en tout cas, selon moi, je pense que c'est correct de s'autoriser à être obsessionnel pendant peut-être 2-3 semaines, un mois. Mais après ça, je pense que c'est important de pas rester trop longtemps dans un méga focus, tu sais. C'est vraiment un équilibre à trouver en fait qui va être très personnel. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit équilibré et de savoir que il y a des moments où on va être complètement à fond et des moments un petit peu moins et voilà. De jongler avec ça et d'équilibrer le mieux possible en fonction de notre vie, nos envies, nos besoins. Enfin, voilà, c'est. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment bon. Ça fait vraiment du sens. Puis je pense qu'on a pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter au niveau du retour mental en blessure? Il y a peut-être juste un point. Déjà, quand on est blessé, on a du temps parce qu'on peut plus grimper. Donc, on a un temps qui se dégage. Et du coup, c'est intéressant dans ce temps-là de travailler en préparation mentale, même sur d'autres habiletés mentales. Par exemple, la concentration ou la pleine conscience dont j'ai parlé juste avant avec le livre. En fait, ça laisse un temps où on peut aussi travailler sur le mental un petit peu plus à fond. C'est vrai. Et puis, je voulais juste apporter un regard aussi sur l'importance de la visualisation et de l'imagerie mentale dans la cicatrisation, la gestion des douleurs, le retour à la mobilité et le retour à l'activité aussi. C'est super important, ouais. On peut vraiment travailler avec la visualisation pour venir récupérer des amplitudes, récupérer de la force. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que pratiquer physiquement et en visualisation, c'est vraiment beaucoup plus efficace que juste physiquement. Et c'est en parallèle d'un travail de kiné, physio, ça va être vraiment super intéressant. Par exemple, sur les exercices de mobilité, typiquement, et de le faire en physique et de le faire en visualisation, ça va être hyper efficace pour les retours plus rapides et plus voilà. C'était par rapport aux blessures. C'est même pas l'effet placebo en tant que tel, mais c'est vraiment c'est ça la visualisation. J'avais lu un livre là, ça fait 3 ans.
Puis c'est ça, en fait, je pense que le nom du livre, c'est L'effet placebo de Joe Dispenza. Ok. Puis lui, dans le fond, c'est un ancien chiropraticien. Puis lui, maintenant, il donne des conférences un petit peu partout sur la planète par rapport à justement au pouvoir de la visualisation et ces choses-là. Puis lui, il y a beaucoup d'argent, là, fait qu'il y a des moyens, dans le fond, de pouvoir faire des tests au niveau du cerveau puis tout ça. Puis ils ont fait beaucoup de tests justement entre des gens, exemple, qui s'entraînaient, mettons, qui donnaient un 60 jours au gym, puis d'autres personnes, en fait, qui faisaient juste, mettons, s'imaginer en train de pousser des poids ou quoi que ce soit. Puis les gens qui faisaient juste s'imaginer, mettons, 1 heure par jour à pousser des poids, après 2 mois, ils avaient une augmentation de leur masse musculaire. Ouais. C'est fou, là. C'est pas autant que... Ça fait que ça fait du sens. Puis comment on fait ça concrètement, se visualiser, mettons, pour une réparation musculaire ou pour la cicatrisation d'une blessure? T'as-tu des techniques plus précises par rapport à ça? T'sais, mettons qu'on parle d'une poulie, là. Quelqu'un se blesse à un doigt ou un coude ou quoi que ce soit. Ouais. Comment quelqu'un peut se visualiser en train de pas de se réparer, mais de mieux récupérer? Bah, pour le côté cicatrisation, l'idée, ça va être déjà de vraiment comprendre comment est-ce que c'est fait la poulie, pour vraiment visualiser au plus juste comment ça se passe. Et ensuite, il y a pas mal de types d'exercices différents, mais par exemple, alors déjà, souvent, une séance de relaxation, on peut la faire commencer par un petit peu de relaxation pour être plus calme, plus apaisé et plus propice à faire un exercice de visualisation efficace. C'est ce qui se passe, par exemple, ce qu'on fait en hypnose ou en sophrologie. Il y a vraiment un travail de relaxation au fond avant un travail de visualisation. Et l'idée, ça va être de visualiser les parties lésées. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître, comprendre comment est-ce que notre doigt il est fait et où est-ce qu'elle est notre blessure et à quoi elle ressemble. Et puis peut-être imaginer une température, une couleur, voilà, vraiment décrire notre blessure un peu symboliquement, de comment est-ce qu'on l'imagine, peut-être mettre des mots dessus, et puis après, avec un travail de respiration, par exemple, et à chaque expiration, sentir que ces côtés un petit peu désagréables s'en vont, et puis que à chaque inspiration, on va attribuer une couleur qui pour nous est synonyme de bonne santé du doigt, enfin voilà, et vraiment travailler là-dessus et imaginer les tissus qui se réparent. Ouais. Voilà, ça va être intéressant. Et puis pour la mobilité, ça va être vraiment mobilité, reprise de force et tout. Ça va être vraiment refaire les exercices physiques, mais au niveau mental. Ouais. Et peut-être on peut aussi faire avec de l'anticipation. Ce qu'on peut pas encore faire, par exemple, si je peux pas encore me suspendre en arquant, et peut-être commencer à me visualiser le faire pour me repréparer à le faire avec un petit peu d'anticipation. C'est vraiment bon, ça. Puis c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport au pouvoir justement du cerveau puis ces choses-là, mais le cerveau est tellement plus puissant qu'on le pense, là. Puis le cerveau, mettons, quand il envoie des signaux nerveux à notre corps, en fait, c'est un petit peu nous qui décide qu'est-ce qu'on fait faire à notre cerveau, puis notre cerveau est capable de modifier notre corps, pas à sa guise, mais de façon, c'est très possible, là. C'est beaucoup plus possible qu'on le pense, là, fait que moi, je crois beaucoup à ça aussi, là. C'est pas ésotérique, là, c'est biologique, là. C'est vrai, là, ouais. Ouais, ce qui se passe avec la visualisation, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe de l'envoi de l'information dans le cerveau jusqu'au moment où le message va être donné aux muscles, en fait, c'est exactement la même chose en termes de déplacement de l'information, de message. Donc tout le travail nerveux, en fait, va être exactement le même que quand je fais le mouvement en vrai. Et c'est juste, j'ai pas le mouvement. Exact. En fait. Mais tout ce qu'il y a avant le mouvement, en fait, on le travaille aussi. Et c'est pour ça qu'on va avoir des progrès sur le mouvement, en fait. Exact. Parce qu'il n'y a pas que le mouvement physique avec le muscle qui se contracte, il y a vraiment tout le côté nerveux qui s'entraîne d'ailleurs. Quand on veut progresser en force, on va beaucoup entraîner la transmission du message nerveux en plus du travail du muscle, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis parce que le cerveau, il sait pas c'est quoi qui est vrai puis ce qui est pas vrai.
T'sais, même si que ça arrive physiquement ou pas. T'sais, c'est comme quelqu'un, exemple, qui écoute un film d'horreur à la télé. T'sais, mettons, quelqu'un fait un saut. J'ai peur. T'sais, le cerveau, il voit de la peur. Mais en bout de ligne, t'sais, c'est une boîte qui est devant nous. T'sais, c'est une boîte avec des images. Ouais. Mais c'est pas un vrai tueur qui est devant toi. T'sais, c'est pas un vrai monstre qui est devant toi, mais ton cerveau, il le perçoit comme une réalité. Puis là, ben, le cerveau, après ça, ce qu'il envoie comme signal à ton corps, c'est le cœur, il bat plus vite, t'es plus tendu, etc. Fait que le même principe en visualisation, je pense, peut s'adapter justement pour le muscle et c'est des signaux nerveux, c'est la même chose. Fait que c'est pas de trick notre cerveau, mais c'est de lui faire voir et de le faire visualiser c'est quoi que nous, on veut qu'il voit. Puis ça, je pense que ça peut c'est de le faire travailler, ouais. Ouais, complètement. Crime, j'adore ça. Ouais, hey, trop bien. Ça a passé vite, hein, notre podcast. On a pas mal parlé de la majorité des sujets qu'on avait parlé. What's next pour toi, Léo? C'est quoi tes objectifs à toi pas nécessairement juste au niveau de la grimpe, mais est-ce que tu as des projets que tu veux partager à la communauté sur la voie des grimpeurs avant qu'on finisse le podcast? Ouais. Alors. Ouais, déjà des projets de grimpe, j'en ai plein, mais bon, je vais pas lire toutes mes listes. mais ouais, j'ai beaucoup de projets, de choses que j'ai envie de grimper. Et puis après, des envies de voyage. Là, je vais retourner à Rockland cet été. Okay. Voilà. Et puis accompagner des personnes, que ce soit en escalade ou pas en escalade. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et que j'ai envie de faire d'autant plus. Voilà. Nice. Et après en ouverture des objectifs de bloc que j'ai envie de réussir à faire marcher. Yeah. Cool, j'aime ça. Puis on sait jamais, on en reparlera après le podcast, mais sur la voie des grimpeurs.ca, possiblement que le nom de Léo sera là. À suivre, faut qu'on en discute. Mais en tout cas, pour tous les gens qui cherchent un coach, vous pouvez aller voir Léo directement ou sur la voie des grimpeurs.ca. Si son nom est là, on va en discuter. En tout cas, il va être publié tout ça va être publié sur Instagram si ça a lieu. Puis écoutez, merci en passant pour ton temps, Léo. C'était une super belle discussion. Puis je trouve que les deux sujets qu'on a parlé, là, qui est la fixation d'objectifs, puis au niveau du retour mental d'une blessure, là, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça va pouvoir aider. Fait que merci à toi. Puis on se reparle bientôt. Ça marche. Super. Yes. Merci beaucoup. Bonne fin de journée en Europe. Merci. Et bonne journée. Yes. Bye.